à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Samy Figueiredo, je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Bicêtre et je vais effectivement parler de tests viscoélastiques. Déjà un premier sondage dans la salle, qui a accès dans sa pratique et qui utilise des tests viscoélastiques, quelle que soit l'indication? Quelques mains ici, quelques mains là, d'accord, un peu partout, mais quelques mains présentes. Et qui utilise ces tests viscoélastiques dans la gestion des anticoagulants ou antiagrégants? C'est plutôt dans les situations... Personne. Merci. Très peu de monde en tout cas. Effectivement, c'est plutôt utilisé dans la gestion des situations hémorragiques. Et moi, c'est ma première diapositive. Effectivement, mon conflit d'intérêt, c'est que je fais partie des gens qui utilisent les tests viscoélastiques dans certaines situations, notamment à Bicêtre dans la prise en charge de l'hémorragie et de la coagulopathie du traumatisé sévère. Je ne travaille pas dans le secteur de maternité, mais j'ai des collègues qui l'utilisent dans la prise en charge de l'hémorragie du postpartum. Et effectivement, c'est l'utilisation principale qu'on en fait. Les tests viscoélastiques, il y en a différents types, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc effectivement, il y a le thromboélastogramme, le Rotem. Il y a eu beaucoup d'efforts de la part de l'industrie pour rendre les appareils plus simples d'utilisation. Donc maintenant, un appareil qui est simple, c'est bien, mais un appareil qui est fiable et qui donne des informations pertinentes dont on peut se servir, c'est quand même ça qui compte. Mais il y a eu un effort important, notamment sur les appareils de dernière génération, où on peut prélever le sang directement sur un tube d'hémostase standard, le fixer ici au niveau de la cartouche pour le Rotem Sigma. Il y a une toute petite étape de pipetage pour le thromboélastogramme, le TEC 6S, mais les appareils sont globalement beaucoup plus simples d'utilisation. Le tracé normal du test viscoélastique du TEG et du Rotem, c'est un tracé en forme de diapason où il y a différents paramètres qui chacun reflètent certains éléments de l'hémostase. Le premier élément, c'est le temps ici. Dans la nomenclature TEG, c'est le temps R. Dans la nomenclature Rotem, c'est le CT. Et donc, c'est le temps d'initiation de la formation du caillot. Plus ce temps R ou ce temps CT sera allongé, plus l'initiation du caillot mettra du temps à se faire. Et ensuite, on a différentes étapes de la formation du caillot, la cinétique du caillot, la force du caillot, qui est le maximum d'amplitude, et ensuite, la vie naturelle du caillot, c'est de se liser. On a certains paramètres de la fibrinolyse, dont je ne vais pas trop parler ici, parce qu'il y a besoin d'avoir beaucoup de fibrinolyse pour qu'elle soit visible sur ces appareils d'hémostase délocalisée. Et chacune des cartouches qu'on va utiliser contient des réactifs différents. Et ça, c'est important à comprendre, notamment quand on va se poser la question d'essayer d'utiliser ces appareils-là dans des circonstances, par exemple, de dosage ou de recherche d'anticoagulants. C'est très important de comprendre qu'est-ce que chacun de ces réactifs contient et ce qu'il teste. Donc on a 4 canaux au niveau du thromboélastogramme et au niveau du Rotem. Dans le premier canal, c'est le test d'hémostase globale. Donc on a quand même un activateur de la coagulation, qui là est le kaolin. Et donc cette première ligne, elle est commune au TEG et au Rotem, et elle teste la voie intrinsèque. Alors c'est l'ancienne nomenclature, comme l'a dit Stéphanie, mais c'est celle qui est utilisée encore dans les articles qui parlent de ça. Et donc c'est l'équivalent du TCA. Donc pour certains anticoagulants qui vont par le laboratoire être explorés plutôt par cette phase-là, ce sera plutôt cette ligne-là qu'on va regarder si on doit regarder une ligne. La deuxième ligne, ici, le deuxième réactif, c'est la même chose, mais avec de l'héparinase, qui va servir à neutraliser l'héparine. Et donc là aussi, si on a besoin de se renseigner sur la présence ou non d'héparine circulante qui peut participer à une coagulopathie ou à une hémorragie, eh ben, cette ligne-là va être très importante. Ensuite, la voie extrinsèque, la voie qui est explorée au laboratoire par le TP, la voie du facteur tissulaire, comme l'a dit Stéphanie, c'est l'extem pour le Rotem. Ensuite, on a ce que les Américains utilisent beaucoup, qui est le rapid TEG, c'est une double activation de la coagulation. Et ensuite, on a moyen de séparer la contribution des plaquettes et la contribution du fibrinogène avec un quatrième test qui est le fonctionnel fibrinogène pour le TEG et le FibTem pour le Rotem. Il y a d'autres appareils qui existent, qui arrivent aussi. Le Cantra
ici, qui est un autre appareil, un autre test viscoélastique, et le Claude Pro aussi, plus récemment, qui offre aussi d'autres paramètres. Donc vous voyez, pour le Cantra, c'est à peu près la même chose, les mêmes réactifs que pour le thromboélastogramme, mais la présentation est sensiblement différente. Vous voyez que vous avez en fait 4 canaux, mais 6 items. 2 sont calculés, les 4 autres sont mesurés par la machine. Donc on a la première ligne, c'est le CT, donc c'est l'équivalent du CT du Rotem. Là aussi, on a un canal avec de l'héparinase qui va permettre de voir s'il y a de l'héparine ou pas. Et ensuite, on a sur la deuxième ligne plutôt l'étude de la contribution du fibrinogène et des plaquettes à la force du caillot. Et dans l'appareil le plus récent, dans le Claude Pro, on a des canaux spécifiques de certains anticoagulants, notamment des anticoagulants oraux directs, et on va voir si c'est utile ou pas. Donc, l'autre élément important dans la limite, c'est que vous n'avez pas entendu Pierre et Anne parler de tests viscoélastiques dans les recommandations, et le niveau de preuve qui assied les recommandations est beaucoup plus important, avec des études prospectives, randomisées, parues dans des grands journaux, ce qui n'est pas du tout le cas dans l'utilisation des tests viscoélastiques chez des patients qui sont sous anticoagulants. Ce qu'on attend d'un test viscoélastique par rapport à des recommandations qui existent, qui n'en font pas mention, et par rapport à des tests d'hémostase standards au laboratoire qui sont disponibles maintenant dans tous les centres, c'est d'avoir des résultats rapides. Donc des résultats rapides, et effectivement, par rapport aux tests d'hémostase standard, on peut gagner du temps. Donc ça veut dire que dans tout ce qui est chirurgie réglée, où on a du temps, où l'urgence, on a le temps de s'organiser, donc il n'y a pas de caractère d'urgence, il va y avoir une place extrêmement limitée, voire nulle, à l'utilisation de ces tests viscoélastiques. Dans certaines situations d'urgence ou de situations compliquées qui sortent un peu des recommandations, pourquoi pas, mais prudence, et il faut qu'on voit si ces appareils, qui sont plus maniables, qui sont peut-être plus disponibles, qui sont un peu plus utilisés, comme le petit sondage au début du topo le laisse présenter, si ces tests sont fiables, parce que c'est ça qu'on leur demande en premier. Donc, par exemple, pour les héparines, c'est le premier exemple d'anticoagulant que je vais prendre. Donc, on a donc les héparines non fractionnées, les héparines de bas point moléculaire, qui sont testées au laboratoire avec le TCA. L'ACT, c'est pour les fortes doses d'héparine. Et on a aussi le tanthromine, qui est un élément important, puisque c'est le reflet de l'activité anti-2, et notamment pour gérer la neutralisation de l'héparine par la protamine, c'est un élément important à regarder du laboratoire. Et bien sûr, on a les tests spécifiques, notamment pour les HBPM. Comment c'est exploité et comment c'est exploré par les appareils d'hémostase délocalisés? Comme je vous l'ai dit, on aura un allongement du temps de la coagulation, de temps d'initiation, le CK pour le TEG, le CT pour le Rotem et le Cantra, et on va avoir une correction par l'adjonction d'héparinase. Alors ça, nous, on l'a expérimenté. C'est un cas clinique qu'on a publié et qu'on a eu il y a quelques années. Patiente de 51 ans, obèse avec un IMC à 38. À J2 de l'exérèse d'un méningiome, elle fait douleur thoracique, dyspnée, embolie pulmonaire. Prescription en salle de neurochirurgie, pas par nous. 50 000 unités par jour d'héparine non fractionnée, adaptée au poids, dose Vidal, donc j'applique. À H12, saignement au site opératoire. Quand c'est saignement au site opératoire, c'est saignement un peu partout, même au niveau des points de ponction. Dégradation neurologique, indication à une neurochirurgie urgente. Donc, comment on fait pour réverser, là, à ce moment-là, une dose d'héparine aussi importante sur plusieurs heures? Vous savez que la demi-vie de l'héparine, elle s'allonge quand on est en surdosage. Et donc là, on a... c'était pratique d'avoir le thromboélastogramme pas loin parce que c'est extrêmement sensible, ces paramètres-là, au contenu en héparine. Et donc, on a pu réverser, en administrant 5000 unités de protamine, l'héparine non fractionnée qui était circulante. Et vous savez que la demi-vie de la protamine, elle est plus courte que la demi-vie de l'héparine. Et donc, cette première dose n'était pas suffisante pour passer la patiente au bloc opératoire
et évacuer son hématome au niveau du site opératoire. Il a fallu en refaire. Et c'est sûr que le retour des résultats du TEG en 10 minutes, là, s'applique très bien à une chirurgie urgente qui doit être réalisée le plus rapidement possible, par rapport aux résultats du laboratoire qu'on a obtenus, mais largement après. Donc ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est un cas clinique. Il y a une méta-analyse récente qui ne montre pas de bénéfice à l'utilisation routinière du TEG et du ROTEM pour guider l'anticoagulation, par exemple, chez les patients sous ECMO. Donc ça, c'est l'utilisation large, il n'y a pas de niveau de preuve. Après, est-ce que ça peut servir de temps en temps? Nous, ça nous a été utile dans ce cas clinique. Pour rappel, les fortes doses d'héparine, notamment en CEC, le TEG et les tests d'hémostase standard sont trop sensibles et ce qui est recommandé, c'est de monitorer sur l'ACT. En ce qui concerne les AVK, donc il faut s'intéresser à la voie du facteur tissulaire qui est exploré par certains canaux, il ne faut pas se tromper, si on a envie de regarder ça, mais la corrélation entre les paramètres ROTEM, notamment sur cette publication, et le niveau d'INR, vous voyez que la concordance est plutôt bonne, mais la corrélation est très moyenne. Et dans cette série, 80 patients, c'est des séries beaucoup plus modestes que sur les présentations précédentes, mais on avait 2 patients avec des paramètres ROTEM qui étaient normaux, et pourtant avec un INR supérieur à 1,5, donc au-delà de l'objectif qu'on se fixe pour passer le patient au bloc opératoire. Donc pour la gestion des AVK en réglé, il n'y a pas de place, et en urgence, encore moins, parce qu'on a des protocoles qui sont bien faits, des recommandations qui sont très claires, et on a des outils de monitorage qui ne sont pas efficaces et qui ne sont pas fiables pour dépister et détecter la présence des AVK. Pour les anticoagulants oraux directs, on a, je pense tous, disponibles les dosages au laboratoire. On sait les limites des tests d'hémostase standard pour détecter la présence d'anticoagulants oraux directs. On sait qu'on doit faire appel à des tests spécifiques. Qu'est-ce que peuvent apporter les tests viscoélastiques? En pratique, vous voyez cet essai publié en 2019, des patients sous AOD depuis au moins 7 jours, à peu près 50 patients par bras, c'est une des plus grosses séries, pour vous dire un petit peu. Et les patients, il y avait des patients contrôles qui n'étaient pas sous anticoagulant oral direct. C'était des cartouches de thromboélastogramme du TEG 6S, donc la dernière version, avec des cartouches spéciales, c'est-à-dire pas les cartouches que, pour celles et ceux qui ont levé la main et qui utilisent le TEG 6S, ce n'est pas les cartouches qu'on a en utilisation. Ces cartouches spéciales fabriquées pour l'étude ont permis de mettre en évidence une corrélation entre le temps R, donc d'initiation du caillot, et la concentration en anticoagulant oral direct, mais avec des pourcentages de sensibilité et de spécificité pour détecter les différents seuils qui étaient corrects. Le souci, c'est que ces cartouches, en utilisation clinique, elles ne sont pas accessibles. Donc ça, effectivement, bien évidemment, ça pose un souci. En ce qui concerne le ROTEM, pareil, une étude, donc vous voyez, sur beaucoup moins d'effectifs, 10 patients par groupe d'anticoagulants. Là encore, des patients contrôle sans anticoagulant oral direct. C'est l'utilisation du ROTEM, là encore avec des cartouches spécialement fabriquées pour cette étude, donc pas disponibles pour celles et ceux qui utilisent le ROTEM, pas disponibles en pratique, avec des cartouches spéciales et adaptées pour chacun des anticoagulants. Là encore, plutôt des aires sous la cour pour détecter la présence d'anticoagulants oral direct plutôt satisfaisantes, mais là encore, des cartouches qui ne sont pas accessibles en pratique clinique. Donc ce qui est accessible, mais que moi, par exemple, je n'ai pas utilisé, qui est tout récent, c'est le Claude Pro. Là encore, ça a été testé chez des patients sous anticoagulant oral direct avec des groupes contrôle sans anticoagulant oral direct. Il y a, comme je vous ai dit, des canaux spécifiques pour les anticoagulants oraux directs dans ce dispositif. Il y avait une corrélation forte et 100% de sensibilité et de spécificité pour détecter le dabigatran, donc bien efficace. Et le canal spécifique
des anticoagulants oraux directs anti-10, la corrélation était bonne, était moins forte, et on avait une sensibilité, une spécificité qui était moins importante. Donc, pour la gestion des anticoagulants oraux directs, in vitro ou dans des études avec des cartouches faites sur mesure, ça semble être corrélé, certains paramètres du TEG et du ROTEM sont corrélés à la présence des anticoagulants oraux directs, mais l'utilisation en pratique, elle n'est pas possible ici. Je vais terminer avec les anti-agrégants plaquettaires, puisqu'on se pose aussi pas mal de questions sur la gestion de ces anti-agrégants plaquettaires et qu'il y a certains tests viscoélastiques. Je ne vais pas revoir toutes les modalités de test de la fonction plaquettaire. Il y en a plein d'autres. Je vais cibler sur le titre de mon topo, c'est-à-dire les tests viscoélastiques et notamment sur le platelet mapping. Alors le platelet mapping, pour ceux qui utilisent le thromboélastogramme et qui utilisent peut-être ce test, c'est on prélève le sang. Alors déjà, c'est une procédure un peu différente. Donc je rejoins ce qu'a dit Stéphanie. Si on utilise, si vous décidez, et toutes celles et ceux qui ont levé la main en tant qu'utilisateur de ces appareils, il faut qu'il y ait un circuit, une procédure qui soit bien dédiée. Parce que même nous, ça arrive qu'on essaie de faire un platelet mapping en prélevant du sang sur du tube citraté, ça ne va pas marcher. Quand ça ne marche pas, c'est bien. Quand ça ne marche pas, on voit qu'il y a un problème. Le plus dangereux, c'est quand on ne sait pas qu'il y a un problème et qu'on interprète des résultats alors que la procédure n'a pas été bien faite. Ça, c'est le plus dangereux. Donc, il faut donc agiter le tube, laisser reposer 20 minutes. Chacune de ces étapes est importante. C'est recommandé par le fabricant et c'est ce qu'on appelle de la qualité, ce que les gens au laboratoire font tous les jours, que nous, on fait aussi, mais pas sur ce type d'appareil. Et donc, effectivement, on va avoir un tracé qui va être un petit peu plus compliqué que le TEG et le ROTEM classique, mais on a globalement 100% d'agrégation plaquettaire sur le premier canal qui est avec une activation importante de la thrombine. C'est qu'il y a trois voies principales d'activation de la plaquette. La thrombine, qui est inhibée par l'héparine, la voie de l'acide arachidonique, qui est inhibée par l'aspirine, et la voie de l'ADP, qui est inhibée par le clopidogrel, le prasugrel et le ticagrelor. Donc là, ici, on a le maximum d'amplitude, on a un test, un canal ici qui fait 0% d'agrégation, et ensuite, on va avoir un canal d'activation par la voie de l'acide arachidonique, un canal d'activation par l'ADP. Et ça va permettre de déterminer un pourcentage d'inhibition plaquettaire sur l'une et l'autre des voies. Alors, ça a été testé, cette utilisation, de manière intéressante pour essayer d'adapter la durée d'arrêt des anti-agrégants plaquettaires, la fameuse règle des 3-5-7, en chirurgie cardiaque. C'est dans cette étude, parue en 2012, 180 patients. On frise l'étude vraiment de cohorte importante. C'est un essai non randomisé monocentrique où on avait une centaine de patients sous clopidogrel, 100 patients sans clopidogrel, et la durée pour le temps de passage au bloc opératoire était déterminée en fonction et adaptée en fonction du degré d'inhibition plaquettaire. Et ils essayaient de voir si on avait une inhibition plaquettaire qui était importante, on attendait les 5 jours recommandés pour l'arrêt du clopidogrel avant de passer le patient au bloc opératoire. Si cette inhibition plaquettaire était moins importante, on attendait moins longtemps. Et vous voyez que si l'inhibition plaquettaire était la moins importante, on opérait dans les 24 heures le patient. Cette étude a montré que la durée d'attente moyenne était diminuée de 50% par rapport aux durées qui étaient recommandées, sans surrisque hémorragique. Alors, c'est monocentrique, on ne sait pas très bien, c'est pas randomisé, mais c'est quand même une étude importante, et je pense que c'est ça, un des éléments positifs, c'est que ça peut permettre, dans certains cas, reste à déterminer lesquels, comment on peut personnaliser un peu la prise en charge de certains patients, notamment dans les cas où les recommandations se prononcent moins. Et ça, c'est souvent le cas de l'urgence. Donc, les recommandations à la suite de ça, donc parues en 2018 dans les recommandations de la chirurgie cardiaque et thoracique et de la Société européenne de cardiologie, c'était que le test de fonction plaquettaire pourrait être considéré pour guider le timing de la chirurgie cardiaque
chez des patients qui ont récemment pris du clopidogrel, notamment, en tout cas des anti-P2Y. La recommandation, bon, c'est grade 2B, modeste, et surtout, comment on fait en pratique, quel test de fonction plaquettaire, quelle limite supérieure de dysfonction plaquettaire on s'autorise, parce que la dysfonction plaquettaire normale, ce n'est pas 0%, on s'autorise un certain degré, qui est généralement autour de 20-25%. Mais ça, c'est empirique. Cette étude, moi, je suis plutôt en neurochirurgie plutôt qu'en chirurgie cardiaque, et donc cette étude a été réalisée dans 6 trauma centers aux États-Unis pour essayer de voir si l'utilisation des tests viscoélastiques permettait d'adapter la transfusion plaquettaire et permettait d'avoir des résultats importants. Donc, c'était des patients qui n'étaient pas randomisés, donc 66 patients et la plupart étaient sous aspirine, 90%, la moitié sous clopidogrel, 23% sous double anti-agrégation plaquettaire, dont 23 patients avec une transfusion plaquettaire. Donc c'est une étude rétrospective. Qu'est-ce qui fait que les cliniciens ont décidé de transfuser tel patient plutôt qu'un autre? On ne sait pas, mais quand ils regardent en rétrospective ce qui s'est passé, donc on avait un pourcentage d'inhibition plaquettaire pré-transfusion plaquettaire qui était important, à la fois dans le groupe pas transfusion et transfusion, autour de 70% d'inhibition plaquettaire, vous voyez, largement au-delà des 20-25% dont je vous parlais. Et post-transfusion plaquettaire, on voit que la transfusion de plaquettes marchait surtout sur l'inhibition plaquettaire liée à l'aspirine, sur la voie de l'acide arachidonique, puisqu'on a moins de pourcentage d'inhibition ici, chez les patients, un pourcentage d'inhibition ici qui était plus important, et par contre un effet qui était plus modeste, moins de différence entre les patients transfusés et non transfusés sur la voie de l'ADP qui est inhibée par le clopidogrel. Donc la transfusion plaquettaire était associée à une diminution de l'inhibition plaquettaire liée à l'aspirine, pas au clopidogrel et pas d'association à une diminution de mortalité. Donc quelle est la place des tests de fonction plaquettaire avant de conclure? Donc ça, c'est les recommandations du JIHP et de l'ASFAR parues en 2019. Donc les recommandations américaines sont reprises ici. En cas de chirurgie de pontage coronaire semi-urgente, il est proposé d'utiliser un test fonctionnel plaquettaire pour raccourcir les durées d'arrêt des inhibiteurs dans les équipes formées et entraînées à son utilisation. Donc c'est un cadre qu'il faut respecter. Il est proposé d'utiliser un test fonctionnel plaquettaire en préopératoire pour identifier des dysfonctions plaquettaires quand elles sont suspectées sur une base clinique dans les équipes formées, mais surtout, si un test fonctionnel plaquettaire est utilisé en dehors du laboratoire, il est recommandé, ce que vous a mentionné Stéphanie et ce que je vous ai dit moi aussi, de le faire en coordination avec l'équipe d'hémostase, en accord avec les réglementations en vigueur, et bien sûr en ayant des argumentaires et des algorithmes clairs. Donc en conclusion, on est dans les temps, test viscoélastique et antithrombotique, très peu un niveau de preuve qui est très faible dans la littérature, des outils qui sont plus simples d'utilisation mais qui sont très hétérogènes dans leur valeur seuil, dans leur performance, dans leur disponibilité et dans leur utilité. L'héparine, c'est probablement ce qui est le mieux mesuré comme anticoagulant par ces appareils d'hémostase délocalisée. Alors après, on a d'autres moyens, et pour l'ensemble de ces anticoagulants, on a d'autres moyens de tester leur présence et de tester l'efficacité de leur réversion. Les AVK, c'est plutôt mauvais, mais encore une fois, on a des recommandations claires. On a l'INR qui peut être mesuré en délocalisé, mais même si ce n'est pas sur un test viscoélastique et qui peut être mesuré rapidement au laboratoire. Et puis surtout, si on a besoin de réverser les AVK rapidement, on n'a pas besoin d'attendre une mesure et on peut directement administrer le concentré de complexe protéominique. Pour les AOD, il y a des tests qui ont l'air d'avoir des performances qui sont intéressantes, mais il faut qu'ils soient disponibles. Et même s'ils sont disponibles, est-ce qu'on en aura l'utilité? Ça, c'est encore à préciser. Pour les anti-agrégants plaquettaires, là aussi, la place est à préciser. Souvent, les tests d'hémostase au laboratoire restent la référence. Et ce qui est indispensable, c'est la compétence des utilisateurs, la maintenance de l'appareil, et puis l'aspect coût-efficacité doit aussi être évalué. Je vous remercie de votre attention.